Bonjour à toutes et à tous. Toulouse, l'innovation en cancérologie. Les chercheurs se mettent à table. Bienvenue. Jeu de mots appuyé en rapport avec le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui, la Pergola à Toulouse qui nous accueille dans le studio Pergo by Abac, donc qui nous accueille aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici même pour ce nouveau rendez-vous lancé à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Près de 6 ans après avoir accueilli son premier patient, l'Institut universitaire du cancer de Toulouse-en-Copole, site innovant de par sa structure, mêlant recherche et soins, a décroché en septembre dernier le label d'excellence Comprehensive Cancer Center, distinguant le haut degré d'intégration de la recherche dans les soins et marquant ainsi une reconnaissance à l'international. Pour parler des avancées de la recherche en général, mais aussi d'innovation et du travail mené à Toulouse en particulier, je suis très heureux de vous présenter mes 3 premiers invités, experts s'il en est dans leur domaine. Bonjour Jean-Pierre Delors. Soyez le bienvenu. Merci pour votre accueil. Avec grand plaisir. Jean-Pierre Delors, vous êtes directeur général de l'Institut Claudius Regaud, administrateur du GCS, Institut universitaire du cancer de Toulouse. On parlera bien évidemment de l'oncopole avec une jolie présentation dans quelques petites minutes. Bonjour Gilles Favre. Bonjour Bruno. Soyez le bienvenu. Vous êtes directeur général du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse. On parlera de vos chercheurs, mais aussi d'innovation, bien évidemment. Pour clôturer et pour terminer ce joli tour de table, bonjour François Malric. Bonjour Bruno, je suis directeur de la Fondation Toulouse Cancer Santé. Écoutez, vous faites tout à ma place, c'est parfait. Vous êtes directeur général de la Fondation Toulouse Cancer Santé. On va parler ensemble de cette fondation qui œuvre au quotidien à la recherche de dons, et sans ces dons, bien évidemment, François, pas ou peu de recherche. Nous en parlerons dans quelques petites minutes. Juste avant de vous donner la parole, messieurs, petit retour en arrière pour évoquer ce pari initial de Philippe Douste-Blazy de coupler dans un même lieu soins et recherche. Cela remonte à l'année 2004. Je sens qu'il y a 3 témoins autour de la table qui ont vécu avec émotion cette belle période. On peut dire aujourd'hui, Jean-Pierre Delors, que c'est une réussite. Oui, c'était pas forcément une belle période parce que c'était la suite, comme vous le savez, d'un drame humain qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes à Toulouse. C'était la volonté de créer sur ce site dévasté un endroit où il y a de l'espoir. Alors, pour créer de l'espoir, s'attaquer à cette maladie monstrueuse qu'est le cancer, c'était peut-être un pari qui paraissait un peu étonnant. Mais il était clair que la seule façon de donner de l'espoir, c'était d'expliquer que, en additionnant les forces, en faisant travailler ensemble les chercheurs et les cliniciens, en essayant de découvrir plus, en impliquant les patients dans les programmes de recherche, on pouvait amener de l'espoir. Et je dois dire que, à peu près 6 ans maintenant après l'ouverture de cet hôpital, il me semble que tous les patients de la région et le public s'est approprié l'idée que cet oncopole est fait pour ça, soigner les gens et créer de la connaissance qui va à terme nous permettre de guérir de plus en plus de personnes. En détail, Gilles Favre, j'imagine que vous allez abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit. Présentez-nous justement de ce site Oncopole et cette particularité donc de ce continuum soins et recherche. Alors tout d'abord, ce que je dois dire, c'est que pour moi, c'est un véritable succès quand on regarde ne serait-ce que l'attractivité que nous avons actuellement vis-à-vis de nouveaux chercheurs. Je voudrais simplement citer 2 chiffres. Quand nous nous sommes installés sur l'Oncopole en 2014, le centre de recherche en cancérologie comprenait aux alentours de 250 chercheurs et aujourd'hui c'est 400 collaborateurs qui travaillent, donc une très forte attractivité. Et donc pour donner un peu plus de précision, ce centre de recherche, il a pour vocation initiale bien sûr de faire des découvertes, puisque malheureusement on ne sait pas encore tout sur les cancers, il faut vraiment qu'on continue à découvrir les mécanismes fondamentaux, mais il a une deuxième vocation, c'est de transférer ces découvertes, ces recherches vers les patients,
vers la clinique. Et je crois que la véritable excellente idée qu'il y a eu au départ, c'est de concevoir ces locaux comme étant adaptés à ce type de recherche. Et ce n'est pas pour rien que nous avons complètement intégré le centre de recherche au sein de l'établissement de soins. Et je crois que ça, c'est une véritable réussite. Avec ce qu'on appelle, avec une très jolie et une belle image, une passerelle, c'est ça, parce qu'il y a une passerelle qui lie les deux centres. Comment ça fonctionne au quotidien, les grandes lignes, Jean-Pierre Delors? L'Oncopole est un hôpital. Mmh. On reçoit des patients qui sont confrontés à un doute ou malheureusement à un diagnostic certain de cancer. Et notre mission est d'assurer un rôle régional d'évaluation de leurs risques, en leur disant que parfois on peut les rassurer, dans d'autres cas qu'il faut les traiter, en leur disant où et dans quelles conditions ils pourront recevoir ces soins de la meilleure façon. Un certain nombre d'entre eux vont nécessiter qu'on les prenne en charge à l'Oncopole. Et en les soignant, on apprend et ils nous aident à mieux comprendre. Ils nous aident de beaucoup de façons. Ils nous expliquent leur vie d'un côté, ils nous donnent la permission de faire des analyses complémentaires sur leur tumeur, sur des résultats de prise de sang. Et puis, derrière cela, il y a un travail invisible qui fait fonctionner ce qu'on appelle des plateformes de recherche translationnelle, des services comme l'anatomopathologie, où on étudie les tissus, des services de biologie, où on étudie les cellules ou la composition du sang, de ses protéines, et également des plateformes qu'on appelle de recherche clinique. En fait, ce sont des équipes qui, protocole par protocole, programme par programme, étude clinique par étude clinique, assurent le fait qu'on produit une information concernant ce que l'on fait et que cette information, elle est partagée avec les chercheurs et qu'on essaie à chaque fois d'enrichir la connaissance que l'on a des maladies par une connaissance plus fondamentale qui est celle qui vient des chercheurs. Et le plus important est de faire fonctionner cela dans les deux sens, ceux qui viennent des patients et ceux qui viennent des chercheurs. Et globalement, l'ensemble des personnels de l'Oncopole ont bien entendu comme première mission de bien s'occuper des patients et le mieux possible à chaque fois, mais aussi de contribuer à chaque fois que c'est possible à assurer par ce transfert ou ce continuum entre la recherche et les soins, à rendre les informations scientifiques de plus en plus pertinentes au fur et à mesure que la recherche avance. Pour clôturer entre guillemets cette courte présentation, bien sûr, j'ai eu l'occasion de vous accompagner et j'accompagne la Fondation Toulouse Cancer, on va en parler dans quelques instants, depuis maintenant 3 ans. J'ai eu la chance de visiter finalement ce lieu absolument unique. Ce qui m'a impressionné, c'est aussi cette course contre la montre que nécessitent souvent les soins et les cancers. Lorsque quelqu'un est victime d'un cancer, c'est souvent une course contre la montre. Ce qui m'a impressionné, c'est cette rapidité d'exécution, ce que vous venez de dire, Jean-Pierre Delors, et j'imagine qu'au niveau recherche aussi, vous êtes l'un à côté de l'autre, entre guillemets. Ça, c'est un argument ô combien important au quotidien. Tout à fait. Je pense que ce qui est vraiment important de signaler, c'est qu'on est certainement un des seuls sites de France à pouvoir, de la découverte fondamentale et essais cliniques, avoir le moins de temps possible. Et on a des exemples où, entre la publication internationale validée par les pairs et le temps où le premier patient est inclus, il y a moins de 6 mois. Et ça, vous ne le verrez pas dans beaucoup de centres français. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est que notre attractivité, elle est certes pour des médecins, pour des biologistes, mais elle est maintenant aussi pour des informaticiens, pour des physiciens, et qui permet en fait de conserver ces temps d'avance que nous avons, parce qu'on va ajouter à nos questionnements des questions d'intelligence artificielle, des questions notamment de physique et de mécanique des fluides, pour toujours aller vers une meilleure connaissance, et tout ceci au bénéfice des patients. Ça, je crois que c'est une des marques de fabrique de l'Oncopole qui est peu retrouvée ailleurs. Merci pour cette présentation, messieurs. On va rentrer dans le vif du sujet dans quelques minutes et on va parler bien sûr de pistes d'innovation thérapeutique, puisque cette émission est avant tout ciblée sur l'innovation, ça c'est important. Et pour faire marcher, on va dire, tous ces rouages et pour que tout fonctionne au quotidien, et bien évidemment, vous le savez, ils ont toutes et tous besoin d'argent. Pour la recherche déjà, de dons et de mécénat. Et à l'intérieur même, c'est un beau partenariat là aussi, soins, recherche, mais aussi fondation,
avec vous, François Amalric. Vous êtes directeur général de la Fondation Toulouse Cancer Santé. Cette fondation, j'ai dit tout à l'heure, sans faire de mauvais jeu de mots, œuvre au quotidien à la recherche, là aussi, recherche, mais de mécénat et de dons. Comment ça marche? Vous avez besoin effectivement de mécénat et comment ça fonctionne, là aussi, au quotidien, François? Donc, la fondation peut paraître comme le bras armé du site de l'Oncopole. C'est grâce donc aux dons que nous recevons aussi bien du secteur public que du secteur privé que nous pouvons aider ou participer à la politique scientifique du site de deux façons, soit en finançant des projets de recherche innovants pour lesquels les chercheurs ont beaucoup de difficultés de trouver des fonds. Sur une idée originale, on a toujours beaucoup de difficultés de trouver des fonds. Et deuxièmement, un état attractif, c'est-à-dire que dès l'instant où les chercheurs ou les directeurs ou les chercheurs détectent un chercheur de très grande qualité qui serait un plus pour le site de Toulouse, mais la Fondation peut amener les moyens pour attirer ce chercheur sur Toulouse. Donc cette fondation a un rôle essentiel. Et donc tous les dons sont absolument les bienvenus, bien sûr, sachant que cette fondation a une transparence absolue. Non seulement elle s'appuie sur un conseil scientifique où il n'y a pas de Toulousains, c'est un conseil scientifique européen, 50% français, 50% des autres pays d'Europe. C'est le premier point. Et deuxième point, les projets retenus sont consultables par les donateurs sur un site qui s'appelle l'Arbre des donateurs, où il y a un résumé du projet, de chaque projet, un résumé grand public et puis un résumé, disons, plus scientifique. Je vais vous faire réagir là-dessus parce que je connais bien cet arbre des donateurs. Ça, c'est original parce qu'on ne donne pas pour donner bête et méchant. On peut choisir effectivement le projet que l'on veut financer et aider, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et en fonction de la sensibilité des donateurs, il y a à peu près 20 à 30% des dons qui sont fléchés sur des thèmes, sur des projets thématisés. Et d'autre part, ce qui est aussi très intéressant pour les donateurs, c'est que les chercheurs financés sont toujours prêts à aller présenter leurs projets à des clubs, à des réunions publiques. Et ça, je crois que c'est un plus pour les donateurs de savoir à quoi sert leur argent. Alors j'imagine que là nous sommes autour d'une table et dans un studio de télévision lié entre guillemets à l'événementiel. Vous en faites un peu d'événementiel, j'imagine. Il faut communiquer. C'est certain que cette année a été difficile parce que l'événementiel, ça représente à peu près 30% des dons, notamment des donateurs du monde socio-économique. Et que cette année, donc, l'événementiel s'est arrêté par un concert remarquable à la Lougrain le 5 mars. Et depuis, tout s'est arrêté. Donc, on a des grands besoins de financement pour pouvoir continuer à aider ce superbe projet qui est l'Oncopole. La Fondation Toulouse Cancer Santé. On en reparlera bien évidemment et on parlera aussi de personnalités toulousaines qui œuvrent au quotidien en tant que parrains avec quelques chefs étoilés, la gastronomie, la culture. Rien n'est oublié au sein même de la Fondation. On en parlera tout à l'heure bien évidemment. Alors, on a parlé de l'importance des dons et du mécénat bien sûr pour financer la recherche, financer les soins aussi et la recherche avant tout. Jean-Pierre Delors, on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut parler de chiffres, bien sûr. Parler certes peut-être de nouveaux cancers, mais aussi de cancers les plus fréquents. On a une petite slide et j'aimerais que vous la commentiez, Jean-Pierre Delors, justement aujourd'hui pour que toutes celles et tous ceux qui nous regardent comprennent un petit peu mieux votre démarche au sein même de l'Oncopole et puis aussi connaître aussi les cancers les plus fréquents. La voici cette slide. Pour répondre simplement à votre question, malheureusement le cancer est une maladie très fréquente. Les cancers les plus fréquents sont bien connus du public. Cancer du côlon, cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, qui sont les maladies qui ont un poids épidémiologique extrêmement important. Derrière ce chiffre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à peu près chaque année dans ce pays, 350 000 cancers nouveaux sont diagnostiqués. C'est un chiffre énorme. La recherche a quand même apporté un certain nombre de choses. Les progrès médicaux font que désormais, largement plus d'un cancer sur deux sont guéris. Mais les statistiques, ça ne réconforte pas les gens qui ont récemment perdu un proche ou qui, en famille, sont en train de se battre contre la maladie. Le problème du cancer, c'est que ça touche aussi les jeunes et que
la première cause de mortalité précoce. C'est une définition épidémiologique, mais c'est la première cause de mortalité avant 65 ans. Et donc, redire ici que le cancer est un fléau national est une évidence. Ce qui me paraît très important, c'est que l'amélioration des soins, les progrès thérapeutiques qui ont été faits et qui sont majeurs depuis une vingtaine d'années, ont conduit à améliorer le pronostic de l'ensemble des cancers. Mais chacun comprend bien que la guerre va être encore un peu longue. Merci Jean-Pierre Delors pour avoir commenté donc ces chiffres, effectivement. Véritable fléau. On va maintenant rentrer, on va dire, un peu plus dans le vif du sujet et on va parler un petit peu plus technique. Moi, je suis un petit peu candide dans l'histoire, mais je me suis un petit peu documenté quand même, puisque nous allons parler de pistes d'innovation thérapeutique avec vous, Gilles Favre et Jean-Pierre Delors. Et à commencer, Jean-Pierre Delors, par l'immunothérapie. Qu'est-ce que c'est l'immunothérapie ? C'est plusieurs choses à la fois. D'abord, c'est de la science. Cela fait longtemps qu'on se dit que le système immunitaire joue un rôle vis-à-vis des cancers, mais le démontrer de façon formelle avec des connaissances scientifiques fondamentales et explicatives est en fait quelque chose qui a une vingtaine d'années. Et bien entendu, à chaque fois que la science fait des progrès, et on voit là encore le continuum, cela amène aux médecins des possibilités de traitement. Alors dans le chapitre immunothérapie, ce que depuis une dizaine d'années on fait, c'est à l'aide de médicaments qui s'appellent des anticorps monoclonaux, on modifie directement le fonctionnement du système immunitaire au contact des cellules cancéreuses. C'est qu'on contribue à faire en sorte que les cellules cancéreuses qui arrivent souvent à se protéger de notre système immunitaire s'en protègent un petit peu moins bien. Et un certain nombre de globules blancs essentiels dans cette défense immunitaire contre les cancers que sont les lymphocytes T, à l'aide de ces médicaments, se remettent à attaquer les cellules cancéreuses des patients. Et c'est d'ores et déjà des stratégies qui sont des médicaments. Ça veut dire que ce sont des produits qui sont utilisés dans la vie quotidienne pour aider les patients atteints de cancer, et des succès gigantesques pour la prise en charge de maladies comme le mélanome, le cancer du poumon, certaines formes de cancer de vessie, certaines formes de tumeurs ORL. La liste est longue, mais ça fait faire des progrès majeurs à la médecine. Dans une autre catégorie, il y a ce qu'on appelle les thérapies adoptives. Alors là, de quoi s'agit-il ? Il s'agit, pour certaines formes de cancer rares, souvent ce qu'on appelle des hémopathies, pour simplifier les cancers du sang. Les cellules cancéreuses qui apparaissent chez les patients sont caractérisées par le fait qu'elles portent un antigène dominant. Et en fait, les progrès technologiques permettent de prendre des cellules immunologiquement compétentes du corps, de les éduquer à côté du corps contre cet antigène en utilisant une technologie qui s'appelle celle des récepteurs chimériques, et de réinjecter aux patients ces cellules qui sont devenues des tueurs de cellules cancéreuses. Ce sont des traitements vraiment épatants, pas faciles à manier. On peut avoir l'image que dès lors que ce n'est pas de la chimiothérapie, les traitements sont plus faciles. Ce n'est pas toujours le cas dans la vraie vie. Mais ça a mené des progrès dans un petit nombre de maladies, mais des progrès juste extraordinaires. Et puis, on voit émerger depuis quelques années une troisième possibilité ou un troisième axe de traitement qui est de l'immunothérapie, qui est l'utilisation de vaccins. Alors, c'est là aussi un domaine un petit peu complexe, mais c'est un domaine qui s'attaque à un sujet de cancérologie qui est compliqué, qui est celui, quand il n'y a pas un antigène dominant, si ce cancer est lié à l'addition au cours du temps de mutations différentes, alors chaque cellule de chaque cancer de chaque patient peut présenter un répertoire d'antigènes qui est spécifique de chaque patient et donc de sa tumeur. Et ce qu'on voit émerger, c'est la possibilité très récente d'envisager pour chaque patient de fabriquer un vaccin qui correspond à, pour dire les choses, son profil mutationnel et donc un répertoire de nouveaux antigènes, de néo-antigènes qui lui est propre.
Et ce qu'a récemment démontré la technologie, c'est que dans des délais assez courts, on pouvait fabriquer un vaccin individualisé pour les patients. Alors ça, c'est une voie de recherche qui est extrêmement émergente. C'est une piste. C'est très émergent. Et pour rester dans le thème de votre émission, c'est bien entendu des progrès qui font le lien entre des disciplines extrêmement différentes. Vous ne pouvez pas calculer où sont les mutations si vous analysez 3 milliards de paires de bases, c'est-à-dire un génome entier de cellules cancéreuses, sans avoir recours à ce qu'on appelle les sciences dures. Il faut des calculateurs, des algorithmes, de l'intelligence artificielle. Il faut de la technologie, être capable de fabriquer des vaccins synthétiques qui correspondent à chaque antigène qui aurait été repéré. Et puis, il faut de la recherche académique. Et par exemple, au CRCT, l'équipe que j'ai le grand honneur de co-diriger avec le professeur Ayoub est une des rares équipes dans le monde qui est capable de repérer dans le corps des patients si oui ou non des lymphocytes T spécifiques de ces antigènes sont apparus ou pas. Donc voilà un exemple, encore une fois, de ce qu'on essaie de faire à l'Oncopole, c'est-à-dire assurer systématiquement un continuum entre le soin et la recherche. On a besoin d'équipes chirurgicales exceptionnelles pour opérer les patients. Ils nous donnent la permission d'analyser la tumeur. Les soins continuent avec de la radiothérapie ou des chimios parce qu'il est nécessaire de les faire. Et puis ensuite, on peut envisager d'utiliser un traitement du système immunitaire parce que ça va améliorer les chances de guérison. Et en même temps, le fait de participer à la recherche donne la possibilité de faire avancer les connaissances. C'est ce genre d'exemple pour lesquels, tous les jours, avec les collègues, dans un bel enthousiasme, on travaille à l'Oncopole. Merci. On vient de parler effectivement d'une des pistes d'innovation thérapeutique. Gilles Favre, au niveau recherche, effectivement, vous vouliez nous parler de médecine personnalisée. Oui, ou de thérapie ciblée. Alors je voudrais quand même tout d'abord souligner quelque chose de très important qu'a dit Jean-Pierre Delors, c'est qu'on a commencé à utiliser l'immunothérapie une fois qu'on en a eu la connaissance scientifique. Et je crois que ça, c'est très très important. On ne passera pas à côté d'une recherche fondamentale de grande qualité pour avoir des thérapies qui sont efficaces. Et c'est grâce à ces recherches fondamentales qu'ont été identifiées les causes de la transformation d'une cellule normale en cellule cancéreuse. Et ceci est lié à un certain nombre de modifications de certains gènes qui deviennent par exemple hyperactifs. Et après, derrière cette découverte, il y a eu des chimistes, des industries pharmaceutiques qui ont réussi à découvrir des molécules qui allaient cibler spécifiquement cette anomalie qui était à l'origine de la transformation tumorale. C'est le principe même des thérapies ciblées ou personnalisées, puisqu'elles sont personnalisées sur un oncogène, une mutation bien particulière. Et c'est donc ces thérapies qui ont maintenant quand même près d'une vingtaine d'années, puisqu'on parle au tout début de l'utilisation d'un inhibiteur pour certains types de leucémie, ont maintenant fait la preuve de leur efficacité, notamment dans la réponse immédiate, c'est-à-dire qu'on voit très rapidement des patients qui vont se porter beaucoup mieux dès qu'ils sont traités avec ces types de thérapies. Malheureusement, il y a au bout d'un certain temps des récidives parce que la cellule va s'adapter, ce qu'on appelle la plasticité de la cellule qui va faire qu'elle va s'adapter. Et tous les challenges qu'on essaie de relever actuellement sur le centre de recherche, c'est de comprendre comment cette cellule va s'adapter à ces nouveaux traitements. Et on est actuellement dans une deuxième génération de concepts et de stratégies qui est d'associer différents types de thérapies ciblées pour aller contrer l'adaptation, la plasticité de ces cellules tumorales. Et on va ainsi, comme ça, augmenter au fur et à mesure la réponse, mais aussi la survie des patients. Alors, y arriverons-nous in fine? Je ne sais pas, mais globalement, tout ce qu'on augmente comme temps de survie des patients, pour moi, est quelque chose de très important et de gagner. Et en même temps, on apporte à la connaissance. On apporte aussi à la connaissance de que peut avoir la réponse à l'immunothérapie. On peut coupler aussi ces deux types de thérapeutiques. Et je crois qu'on est vraiment dans cette dynamique sur le CRCT, sur l'Oncopole. Réaction tous les deux sur la résistance au traitement. Ça, c'est important aussi. Jean-Pierre Delors ou Gilles Favre? Jean-Pierre? Oui, parce que on a tous des discussions dans la vie de tous les jours et de temps en temps, les patients se disent « Ah, mais si j'évite la chimiothérapie, c'est que mon cancer est moins grave. » Ou « Si je peux être traité avec un traitement du système immunitaire, c'est que ma maladie a un meilleur pronostic. » Voilà. En fait,
il faut bien avoir en tête que les médecins, hématologues, cancérologues, ce qu'ils veulent faire de façon prioritaire, c'est rendre service à leurs patients et essayer de les guérir. Et ce que nous utilisons, ce sont les médicaments les plus efficaces que l'on connaît dans les circonstances qui sont celles du patient et qu'on essaie d'identifier de la façon la plus précise possible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fin, le pronostic d'un cancer est lié à l'efficacité de son traitement. Et que vous pouvez tourner la question dans tous les sens, mais ce qui est absolument fondamental, et qui est au cœur du thème principal de la collaboration entre les soins et la recherche, c'est de comprendre à la fin pourquoi nos traitements ont été en échec quand ils l'ont été. Et améliorer la connaissance fondamentale sur les causes de ces échecs, c'est ouvrir la porte à la mise au point, à l'innovation, à l'évaluation de traitements qui à la fin seront plus efficaces. Parce qu'à chaque fois que c'est plus efficace, eh bien, c'est plus de patients guéris. Gilles Favre. Oui, simplement pour compléter ce que dit Jean-Pierre Delors, c'est que la résistance au stress qu'on occasionne de cellules tumorales fait partie intégrante de sa réalité à cette cellule cancéreuse, de son phénotype. Et d'ailleurs aussi, la résistance peut venir de l'organisme lui-même dans le cadre de l'immunothérapie qui ne va pas pouvoir bien réagir. Je crois qu'on a jusqu'à présent considéré les phénomènes de résistance comme étant consécutifs à l'apparition ou au traitement, ou certains types de traitements. Je pense que maintenant, on est en train au CRCT de considérer la résistance comme un état intégral de la cellule tumorale et on étudie ces mécanismes de manière très approfondie. Et on espère qu'à terme, on pourra avoir des solutions pour éviter tout type de résistance. Mais bon, ça, c'est pour plus tard. Nous vous le souhaitons en tout cas de tout cœur. Si vous venez juste de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de chercheurs, mais aussi de médecins autour de la table. On parlera aussi de la Fondation Toulouse Cancer tout à l'heure. Vous l'avez compris, nous sommes actuellement avec Jean-Pierre Delors, Gilles Favre et François Malric, autour bien sûr du CRCT, de l'université, de l'Institut universitaire du cancer de Toulouse et de la Fondation Toulouse Cancer Santé. Nous rentrons encore plus dans le vif du sujet puisque on parle d'innovation tout autour de cette émission, innovation thérapeutique avec témoignage d'un médecin-chercheur. Il s'appelle Julien Mazière. Il est médecin-chef du service pneumo-Rangueil. On va parler de cancer du poumon spécifiquement. Je vous ferai réagir sur ses propos. J'ai deux questions pour lui. Julien Mazière, quelles sont les grandes pistes de recherche contre les cancers du poumon? Et tout d'abord, bonjour Julien, soyez le bienvenu. Bonjour. Effectivement, les derniers mois et l'année passée ont été très riches dans le domaine de l'oncologie thoracique. Si l'on s'intéresse plus particulièrement aux maladies avancées, je mets de côté les maladies précoces dont le traitement est la chirurgie, donc les maladies avancées que l'on ne traite pas par chirurgie, il y a deux grandes voies de développement. La première voie de développement, c'est l'immunothérapie qui consiste à donner des médicaments qui restimulent le système immunitaire qui fait défaut dans un contexte de cancer bronchique pour détruire ces cellules tumorales. Il y a eu de nombreux travaux dans cette indication et actuellement, nous pouvons utiliser l'immunothérapie soit seule, soit en combinaison avec la chimiothérapie dans la grande majorité de nos patients. L'autre axe de recherche a été les thérapies ciblées. Les thérapies ciblées, cela consiste à donner des molécules qui vont bloquer de manière spécifique une anomalie qui est en général dans l'ADN, dans la structure de la cellule tumorale. Donc, il y a un certain nombre d'anomalies dans les cancers du poumon. En face de chaque anomalie, il va y avoir un traitement spécifique que l'on appelle une thérapie ciblée. Et là, 2020 et le début de 2021 ont été très riches en nouvelles molécules ciblant des anomalies nombreuses, au nom parfois un peu complexe. On peut citer le GFR, CARAS, ALK, MET, etc. On a un arsenal thérapeutique qui s'est enrichi avec de nouvelles molécules pour toutes ces anomalies qui caractérisent certains cancers du poumon. Première question donc pour Julien Mazière, réaction de Gilles Favre. Simplement pour souligner qu'il y a une vingtaine d'années de ça, pour les cancers du poumon, nous n'avions que la chimiothérapie, outre bien sûr les problèmes de chirurgie.
qu'il y a eu des progrès énormes dans cette pathologie et que c'est vraiment une pathologie qui est un reflet du dynamisme de la recherche, puisqu'on va y trouver des progrès en immunothérapie, en thérapie ciblée, en combinaison des deux. On est en train de réfléchir à des programmes qui combinent les deux. Donc je crois que c'est un exemple parfait de l'évolution que pourraient prendre les cancers dans les années qui viennent. Autre question pour Julien Mazière, qui, je le rappelle, est médecin-chef du service pneumo à Rangueil, autour, bien sûr, du cancer du poumon, et à Toulouse, en faisant un petit peu de chauvinisme primaire, ce qui est normal. Et à Toulouse, où en est-on? Et surtout, quelles sont les perspectives en 2021? La réponse. A été fait sur Toulouse. Si l'on s'intéresse à la fois à l'immunothérapie et aux thérapies ciblées, concernant l'immunothérapie, cela fait maintenant des années qu'on utilise l'immunothérapie. On est à peu près à 5 ans d'utilisation. Nous avons analysé les résultats au bout de 4 ans ou 5 ans de ces immunothérapies que l'on utilise. Et on se rend compte que le bénéfice, si on le compare à celui de la chimiothérapie, que nous avions identifié initialement, se maintient et même s'amplifie dans le temps avec une surveillance à 4 ans. Cela valide donc totalement l'utilisation de ces immunothérapies comme une arme standard dans le cancer du poumon. Là, on était très clinique. Ensuite, sur le plan plus biologique, les interactions entre les équipes cliniques et les équipes de recherche du CRCP nous permettent de travailler sur de nouveaux biomarqueurs qui permettent de savoir qui va répondre ou ne pas répondre à l'immunothérapie. Je pense en particulier aux travaux avec Ludovic Martinet sur le CD226. Comment la tumeur va exprimer certains antigènes et déclencher la réponse immunitaire. Il y a de nombreux travaux en cours avec l'équipe de Maha Ayoub. Et ensuite, d'essayer d'identifier l'environnement immunitaire des tumeurs et en particulier du cancer du poumon. Et là aussi, nous avons des travaux en cours que nous espérons communiquer bientôt avec l'équipe de Vera Pancalli. De l'autre côté, il y a les thérapies ciblées. Et là, à Toulouse, nous avons participé à des essais importants qui ont été publiés dans le New England Journal of Medicine, en particulier concernant les molécules qui ciblent l'anomalie chromosomique qui s'appelle ALK, avec l'arrivée d'une nouvelle molécule qui paraît intéressante, avec une excellente tolérance et une excellente efficacité chez ces patients, ou participer à des essais cliniques qui ciblent une autre anomalie qui s'appelle MET, M-E-T, avec le développement là aussi d'une nouvelle molécule qui devrait arriver sur le marché très rapidement. Concernant les travaux de recherche maintenant, nous continuons à travailler dans l'équipe du professeur Gilles Favre sur les mécanismes de résistance à ces thérapies ciblées et nous sommes en train d'identifier des mécanismes qui pourraient être intéressants pour les patients dans les années à venir. Un grand merci à Julien Mazière pour son témoignage. Une réaction, Jean-Pierre Delors? C'est difficile de parler après Julien concernant le cancer du poumon. En un mot, ce que dit parfaitement Julien, c'est chaque fois qu'on apprend, on finit par gagner. Voilà. Et toutes les collaborations qu'il a avec les équipes du centre de recherche témoignent que tous les médecins qui sont engagés dans cette lutte ont compris ça et développent des efforts quotidiens pour que ce lien entre la compréhension et les patients vive dans le projet de recherche toulousain. Passons maintenant à la troisième partie de cette émission pour parler des faits marquants du CRCT en 2020 avec un bilan, Gilles Favre. Malgré cette période très délicate que nous vivons, n'est-ce pas? On va en parler justement. C'est plutôt une bonne année 2020 qui vient de s'achever pour vous et vos équipes. Oui, c'est paradoxalement une excellente année avec toutes les contraintes que nous avons subies liées à la crise sanitaire. Nous n'avons jamais autant publié donc de travaux. Et alors, la quantité ne fait pas forcément la qualité, mais dans ce cas-là, oui. C'est-à-dire, nous avons publié des travaux dans d'excellents journaux. Je pense qu'on reparlera de la publication qui signe que ces travaux vont être très largement diffusés, ont été revus par des pairs d'excellente qualité. Ils nous ont permis de faire beaucoup d'avancées, je crois, dans différents domaines, le domaine de l'immunothérapie et de la connaissance des mécanismes d'immunothérapie, mais aussi dans les domaines d'un élément qui est très spécifique chez nous, qui est le rôle que peut avoir le métabolisme dans l'apparition de la cellule tumorale et dans son devenir. Donc vraiment une année qui pour moi est très importante et certainement charnière, qui va nous propulser vers les prochaines 10 années de manière correcte.
Très bien, merci Gilles Favre. Et ça tombe bien, vous l'avez compris, nous avons bien évidemment des témoignages de directeurs de recherche au CRCT. Ces personnes, vous les connaissez bien, vous travaillez au quotidien avec elles. Pierre Cordelier et Ludovic Martinet qui vont nous expliquer leurs travaux et l'importance que revêt une publication. Pour toutes celles et tous ceux qui ne savent peut-être pas ce qu'est une publication, on va en parler dans quelques minutes. Mais dans un premier temps, expliquez-nous, Pierre Cordelier, vos travaux. Pierre Cordelier qui est directeur de recherche au CRCT, qui va nous parler spécifiquement du cancer du pancréas. Regardez. L'équipe de recherche travaille sur le cancer du pancréas, qui est un problème majeur de santé publique à l'heure actuelle, puisque ça va devenir la deuxième cause de décès par cancer en 2020. C'est un cancer qui est très difficile à traiter à l'heure actuelle, puisqu'il y a de nombreuses résistances et les patients ont du mal à répondre aux thérapies. Plus particulièrement, nous recherchons des mécanismes de ces cellules cancéreuses que nous pourrons contourner, notamment par l'ajout de gènes médicaments. On appelle ça le principe de thérapie génique. Donc nous transférons des gènes qui vont sensibiliser les tumeurs au traitement, notamment à la chimiothérapie. Et ce sont des travaux fondamentaux de l'équipe qui ont été récemment transférés en phase clinique, c'est-à-dire études chez les patients. À l'heure actuelle, il y a plus de 100 patients qui ont été traités par cette approche innovante et nous attendons les résultats pour conclure ou non si nous allons poursuivre avec une plus grande cohorte de patients afin de démocratiser ce traitement. Dans l'équipe de recherche, nous poursuivons dans cette voie, donc par la connaissance des spécificités des cellules cancéreuses pancréatiques que nous serons amenés à combattre, mais aussi par ces approches de thérapie génique à d'autres spectres. Nous utilisons maintenant des virus qui sont capables de tuer spécifiquement les tumeurs. Et plus particulièrement, nous avons deux axes de recherche principaux. Connaître pourquoi et comment ces virus tuent les cellules cancéreuses pour déterminer quels seraient les patients qui bénéficieraient au mieux de la thérapie. Et l'autre côté, c'est de combiner ces virus tueurs de tumeurs avec des nouveaux traitements, notamment l'immunothérapie, puisque ces virus ont le pouvoir de réveiller une réponse antitumorale immunitaire chez des patients atteints d'autres types de cancers. Et c'est ce modèle-là que nous voulons poursuivre pour améliorer la réponse au traitement chez ces patients atteints de cancer du pancréas. Pierre Cordelier, donc, autour du cancer du pancréas. Autre témoignage, celui d'un autre directeur de recherche au CRCT qui nous parle d'immunothérapie. Il s'appelle Ludovic Martinet. Regardez. Les recherches de mon laboratoire s'intéressent plus particulièrement à la compréhension des mécanismes qui contrôlent l'efficacité du système immunitaire. Et à l'heure actuelle, il y a une stratégie thérapeutique innovante qui est mise en place ces dernières années chez les patients atteints de divers types de cancers que l'on appelle l'immunothérapie. Cette immunothérapie, elle a pour but de réveiller les défenses endogènes des personnes malades, donc leur système immunitaire, afin de le rediriger contre les cellules cancéreuses. Il faut savoir que le système immunitaire est composé de différents types de cellules et parmi ces cellules, les lymphocytes tueurs jouent un rôle très important dans les défenses contre le cancer. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, on ne connaît pas très bien comment fonctionnent ces lymphocytes tueurs. Et donc, dans mon laboratoire, on essaye à la fois de comprendre les mécanismes qui freinent ou que l'on peut stimuler pour augmenter les fonctions de ces lymphocytes tueurs. Et ceci afin de mieux comprendre les mécanismes qui gouvernent l'efficacité de l'immunothérapie, mais aussi d'améliorer ces immunothérapies afin de pouvoir guérir un plus grand nombre de patients. Récemment, notamment, on a pu mettre en évidence le rôle clé d'un accélérateur qui est la molécule CD226. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que sans cette molécule, les lymphocytes finalement étaient plus ou moins à l'arrêt et ne détruisaient plus les cellules tumorales. Malheureusement, ce que les personnes de mon équipe ont pu remarquer également, c'est que de nombreux patients atteints de cancer perdaient cette molécule à la surface de leurs lymphocytes. Et que donc, cette molécule, il faudrait chercher à la réactiver pour pouvoir améliorer les traitements immunothérapeutiques actuels. Donc l'intérêt de cette découverte du rôle finalement de CD226 dans les fonctions des lymphocytes tueurs et de la perte de CD226 comme étant un mécanisme clé de la résistance des cancers au traitement de la chimiothérapie, c'est que nous allons pouvoir prochainement trouver des mécanismes qui vont permettre de réactiver l'expression de ce récepteur ou de stimuler directement ce récepteur afin d'améliorer les traitements d'immunothérapie actuels et ainsi pouvoir trouver des traitements qui vont bénéficier à différents types de pathologies tumorales, mais également aussi à un plus grand nombre de patients. Ludovic Martinet à l'instant, donc, qui, je le rappelle, est directeur de recherche au CRCT. Réaction ?
La réaction, c'est que ce sont 2 chercheurs brillants qui ont fait des découvertes importantes cette année, mais ce n'est pas les seuls. Je crois qu'il faut aussi mettre en avant on a été obligé de choisir, mais on aurait pu en choisir d'autres. Et je crois qu'ils font partie de cette dynamique qui est au CRCT. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut bien faire comprendre que tous les virus ne sont pas mauvais. Vous avez vu que le travail qui est réalisé par Pierre Cordelier va utiliser des virus, il va en fait les détourner pour qu'ils deviennent de véritables outils thérapeutiques. Tout à fait. On entend plutôt d'autres choses sur les virus en ce moment. Voilà. On n'ouvre pas le débat? Non. Pas du tout. On n'a pas le temps, c'est dommage. Hein. Jean-Pierre Delors. En un mot, moi je note que les chercheurs du CRCT commencent à expliquer en parlant des patients et que les médecins commencent à expliquer en parlant de la recherche. Voilà. C'est comme ça qu'on y arrive. Je pense qu'on va garder cette, on appelle ça une punchline en parlant jeune, mais c'est très important ce que vous venez de dire et je me permettrai de vous citer à chaque fois, ne vous inquiétez pas, mais ça c'est très important. Alors, Gilles Favre nous a parlé tout à l'heure de l'importance des publications. Peut-être que certaines personnes ne savent pas ce que c'est une publication. Vous avez dit que l'année 2020 était une bonne année parce que nous avons eu d'excellentes publications. On va en parler dans quelques instants avec vous. Ils ont eux aussi, Pierre Cordelier et Ludovic Martinet, une définition sur une publication. Une bonne publication, qu'est-ce que c'est justement qu'une publication? Réponse avec Ludovic Martinet. Publication scientifique a tout d'abord pour rôle de transmettre les nouvelles connaissances que les chercheurs ont pu faire dans leur laboratoire, à la fois à d'autres scientifiques dans le monde, mais également au grand public qui donc va relayer ces articles. Mais il faut savoir que ces articles que l'on appelle donc publications scientifiques, qui en gros consistent en un résumé détaillé des techniques scientifiques qui ont été utilisées pour faire les découvertes et les conclusions que l'on fait à partir de ces expériences. Il faut savoir que ces publications scientifiques ont également pour rôle de valider le travail que les scientifiques ont réalisé. C'est-à-dire que c'est un processus finalement d'expertise de notre travail réalisé par des experts professionnels, le plus souvent des scientifiques comme nous qui ont une expertise dans le domaine et qui vont vérifier l'ensemble de nos expériences sur la base donc, de l'article que nous avons réalisé. Le plus souvent d'ailleurs, ces experts nous demandent de faire des expériences permettant de confirmer nos dires. Et une fois que toute cette expertise est réalisée et que donc les experts ont validé le travail que nous avons réalisé, finalement, c'est là que l'on passe à proprement parler à l'étape de diffusion des connaissances qui se fait donc par l'intermédiaire de journaux qui sont spécialisés dans le domaine. Après, il faut savoir que tous les journaux scientifiques ne sont pas équivalents et qu'il existe une sorte de hiérarchie à l'intérieur des journaux scientifiques et donc en fonction du type de journal dans lequel on publie, notre découverte est plus ou moins lue par le public, et ce qui veut dire généralement que cette découverte est plus ou moins importante. Et donc, c'est également un paramètre à prendre en compte lorsqu'on regarde ou lorsqu'on lit des articles scientifiques, c'est finalement le niveau du journal dans lequel il est publié, parce que finalement, le niveau d'expertise, le niveau scientifique qui a été utilisé pour faire ces publications va différer en fonction d'un journal et d'un autre. Et c'est généralement à ça qu'on reconnaît un grand journal, c'est que finalement le niveau d'expertise est excellent. C'est les plus grands experts au monde qui vont vérifier votre travail et lorsqu'il est validé par ce type d'experts, cela montre vraiment que c'est une très grande découverte. Autre réaction aussi autour de ces fameuses publications, le témoignage aussi de Pierre Cordelier qui complète ce qui vient d'être dit par Ludovic Martinet. Regardez. Alors, une publication scientifique, c'est une étape qui nous permet de valider un process, une idée, une hypothèse par des expériences. Donc c'est un ensemble d'expérimentations qui sont menées sur des modèles de plus en plus complexes qui nous permettent de dire si oui ou non notre idée de départ était valable. C'est un processus qui est long et qui est très rigoureux puisqu'il est vérifié par nos pairs, des scientifiques comme nous, qui vont nous demander des explications et des fois des expériences complémentaires. Une publication, il faut le voir dans le cadre d'un projet. C'est une étape essentielle. Pourquoi? Parce que ça nous permettra par la suite de bâtir de nouvelles hypothèses sur ces résultats qui ont été validés, demander à ce que des fonds soient alloués à ces étapes supplémentaires et pour cela on mesurera notre capacité à publier, donc à diffuser la connaissance et enfin ça servira de support à la conduite d'essais cliniques puisque la preuve scientifique ayant été établie, nous pourrons aller voir nos collaborateurs cliniciens pour leur proposer des essais cliniques
qui sont en phase avec les expériences qui ont été menées dans des modèles qui sont par définition précliniques en recherche. Tout savoir d'une publication avec le témoignage de Ludovic Martinet et Pierre Cordelier. Merci en tout cas à ces deux directeurs de recherche d'avoir pris du temps pour nous parler de l'importance de ces fameuses publications. Gilles Favre, en préparant cette émission depuis quelques semaines, on me parle dans les couloirs, dans les réunions, on parle beaucoup d'un dénommé Salvatore Valitutti. Qui est ce monsieur ? Ah, alors ça... Pris l'accent. Hein. Ouais, je le vois très très bien, je ne serais pas capable de le faire aussi bien que vous. Alors Salvatore, c'est un chercheur qui a rejoint le CRCT il y a maintenant 3-4 ans, qui est un immunologiste et qui développe des technologies qui sont uniques dans le monde, d'analyser comment une cellule lymphocytaire va tuer la cellule tumorale, mais au niveau des moléculaires, au niveau de l'intimité de cette cellule tueuse. Et ça leur a permis de découvrir énormément de mécanismes qui peuvent expliquer pourquoi une cellule tumorale ne peut pas être tuée par un lymphocyte. Et à partir de ces travaux, et dans un contexte international, parce qu'il a énormément de collaboration avec des collègues européens, en Allemagne, en Angleterre, et dans d'autres pays, ils ont obtenu un financement européen de prestige. Il n'y a pas que le prestige d'ailleurs, hein, puisque c'est 10 millions d'euros sur 5 ans pour 4 équipes, qui fait que, c'est une somme importante bien sûr, qui fait qu'ils vont pouvoir développer ce concept-là sur les années qui viennent. Et pour nous, c'est important parce que c'est le premier financement de ce type que nous avons au CRCT. Et je suis certain qu'il va en appeler d'autres dès les années qui viennent. Voilà, donc c'est vraiment très très bien. Et c'est, pour terminer, peut-être dire que ça fait partie du niveau d'attractivité qu'on a au CRCT et de ce qu'on peut proposer. Cette personne est venue pour développer ce projet, l'a réussi, a réussi à le concrétiser au niveau international. Et c'est ce qu'on va faire dans les années qui viennent. Alors, petit retour, merci Gilles Favre, petit retour en image, Salvatore Valitutti, avec un sujet diffusé il y a quelques mois sur France 3. Regardez, très intéressant. Viendra, mais pendant ce temps, la recherche est à l'œuvre et une équipe toulousaine vient d'être distinguée. L'INSERM a décroché un financement européen pour ses travaux dans la lutte contre le cancer. Dorine Condé, Olivier Denou. Au centre de recherche en cancérologie de Toulouse, Salvatore Valitutti et son équipe ont découvert une nouvelle arme contre le cancer. Pour lutter contre cette maladie, le corps humain envoie des cellules cytotoxiques, ici en gris. Les cellules cancéreuses en vert ne se laissent pas tuer si facilement. Elles forment un bouclier pour repousser l'attaque. Mais d'autres particules tueuses existent. Ce qu'on a découvert est que les cellules cytotoxiques peuvent relarguer des petites bombes quand ils s'approchent vers la tumeur. Ces bombes s'appellent SMAPs, Supramolecular Attack Particles, sont des entités autonomes qui sont capables de tuer le tumeur. La cellule se bouge, relargue ces petites bombes, la tumeur est tuée. Au cœur d'une collaboration scientifique européenne, le projet de recherche réunit des équipes à Toulouse, mais aussi en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. Chacune a son domaine d'expertise pour mieux comprendre ces cellules tueuses. Pourquoi avec des cellules normaux, ils arrivent à les tuer, et pourquoi pour des cellules tumoraux, elles n'y arrivent pas. Et en étudiant la composition des cellules, leur manière de se comporter, peut-être qu'on arrive à comprendre pourquoi il y a une faille dans la reconnaissance des cellules tumoraux. Les 4 équipes ont obtenu un financement européen de 10 millions d'euros. Un coup de pouce financier pour recruter, mais surtout une reconnaissance scientifique encourageante. La recherche dure et quelquefois très longue et très frustrante. On attend beaucoup pour avoir des résultats, on attend beaucoup pour les publier. Ce type de prime, c'est un nouvel élan. Un nouvel élan pour les chercheurs et un espoir de trouver un traitement contre le cancer, la première cause de mortalité en France. Très impressionnant sujet, effectivement, vous l'avez très bien commenté en amont, donc de Salvatore Valitutti, et nous prendrons bien sûr des nouvelles de ce garçon au fur et à mesure de ses recherches. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette première partie. Je vous demanderai de revenir tout à l'heure pour conclure, bien sûr. On parlera d'un anniversaire, hein, on parlera effectivement de ce qui va se passer au mois de septembre, effectivement, à l'Oncopole, entre autres. Merci beaucoup, Jean-Pierre Delors. À tout à l'heure.
François Malric aussi. On parlera aussi de dons dans quelques petites minutes, mais je vais accueillir dans quelques secondes deux personnalités, en l'occurrence Suzanne Tavassian, qui est hématologue à l'UICT Oncopole, et Jean-Emmanuel Sari, directeur de recherche INSERM au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse. On va parler d'un cas concret dans une petite seconde. À tout de suite. La suite de cette émission, je rappelle qu'aujourd'hui, à Toulouse, l'innovation en cancérologie, ça se passe ici même, en plein cœur du studio Pergo by ABAC, avec les chercheurs qui se mettent à table. Joli jeu de mots, effectivement, en rapport avec le lieu où nous nous trouvons, bien sûr. Petit clin d'œil à l'équipe de la Pergola et à ABAC qui réalise donc cette émission. Nous en parlerons bien évidemment dans quelques minutes aussi. Alors, nous sommes actuellement autour, bien sûr, de cette table ronde, autour de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Près de 6 ans après avoir accueilli son premier patient, l'Institut universitaire du cancer de Toulouse-Oncopole, site innovant de par sa structure qui mêle recherche et soins, a décroché en septembre dernier, il est important de le resignaler, un label d'excellence, le Comprehensive Cancer Center. Vous l'avez compris, c'est un véritable continuum qui est en train de se dérouler depuis plusieurs années, bien sûr, entre les soins et la recherche. Et ça tombe bien, puisque nous allons parler de plusieurs cas concrets dans le cadre de cette collaboration entre les soins et la recherche, avec mes deux invités, à commencer par Suzanne Tavassian. J'ai totalement écorché votre nom tout à l'heure et je tiens sincèrement à m'excuser. Bonjour Suzanne Tavassian. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'être présente ici même. Vous êtes hématologue à l'IUCT Oncopole et juste en face de vous, collaborateur s'il en est, on va en parler dans quelques petites secondes, Jean-Emmanuel Sari, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de recherche INSERM au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse. Et je rappelle aussi que cette émission est enregistrée dans les conditions strictes, effectivement sanitaires bien sûr, avec du gel hydroalcoolique un petit peu partout sur le plateau, des masques qui sont enlevés à ce moment-là, puisque je pense que les gestes barrières sont, vous me le validez, hein? Oui. Bon, tout va bien, c'est très bien. Parlons justement de cas concrets. On va parler d'hématologie et de leucémie aiguë myéloïde. Tout d'abord, question très personnelle, puisque vous l'avez compris, soins et recherche et soins. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble tous les deux? Alors ça fait, Jean-Emmanuel, ça fait 10 ans à peu près qu'il travaille avec l'équipe dans laquelle, dans le service dans lequel je travaille. Moi, ça fait plutôt 5 ans, on va dire, qu'on travaille ensemble. Vous validez? Oui, 5 ans. Ça fait 5 ans. 5 ans, oui. Avec Suzanne. Entre autres avec Suzanne. Avec Suzanne, entre autres, effectivement. Alors parlons d'hématologie et de leucémie aiguë. Et je redeviens sérieux, myéloïde, qu'est-ce que c'est justement que cette maladie? Alors les leucémies aiguës myéloïdes, c'est un cancer du sang, hein, c'est une maladie hématologique qui est liée à la transformation dans la moelle osseuse, l'usine qui fabrique les différents éléments du sang, de cellules assez précoces hématopoïétiques en cellules appelées les blastes leucémiques, et donc qui vont aboutir à la destruction du tissu sanguin, à une pancytopénie, donc une baisse des globules tout confondus profonde, et des complications infectieuses, hémorragiques. Voilà. Ça représente à peu près 1% des cancers chez l'adulte et 80% des leucémies aiguës de l'adulte. À Toulouse, sur une année, on prend en charge à peu près dans le service 200 leucémies aiguës, dont 90 environ qui nécessitent un traitement intensif. Et alors la recherche, justement, elle en est où sur cette maladie? Donc, une des caractéristiques de cette maladie, c'est que les patients ont une survie plutôt faible, due à des résistances thérapeutiques, de la chimiorésistance, qui conduit à la rechute de ces patients et donc à leur mauvaise survie. Et donc, nos recherches depuis 10 ans à Toulouse et 5 ans avec Suzanne tournent autour de ce mécanisme de résistance. Et l'équipe de recherche a identifié un nouveau mécanisme qui conduit à l'adaptation métabolique, l'adaptation énergétique de ces cellules et qui fait qu'elles survivent et résistent aux chimiothérapies. Donc on a identifié ce mécanisme et aussi des biomarqueurs et des cibles associées à cette particularité. De façon plus générale, quel est l'intérêt de travailler ensemble? Alors, les leucémies aiguës ont comme particularité d'être des maladies dans lesquelles on a accès au tissu tumoral de façon très facile, puisque déjà dans près de 25% des cas, les cellules sanguines qui sont facilement prélevées par une prise de sang sont contaminées, donc on trouve la présence de ces blastes, ces cellules leucémiques dans le sang. Donc par une simple prise de sang, on peut récupérer des cellules de la tumeur d'un patient
ce qui permet, on n'a pas besoin de faire des biopsies compliquées ou d'avoir du matériel difficile à obtenir pour proposer aux équipes de recherche d'étudier ce matériel et peut-être s'en servir pour étudier dessus l'effet des chimiothérapies, l'effet de certaines drogues et même induire des leucémies qui sont donc les mêmes que celui d'un patient qu'on traite à une souris. D'accord. Oui, c'est exactement ça. Donc on a accès à des biopsies de façon assez facile. Donc on étudie la maladie quasiment dans la vraie vie. Et comme l'a dit Suzanne, on a la chance d'avoir un modèle animal de xénogreffe de ces cellules de patients, ce qu'on appelle les souris compagnons, qui nous permet de reconstituer la maladie très proche de celle du patient et du coup de l'étudier, caractériser cette maladie, de faire même des chimiothérapies équivalentes à ce qu'on voit en clinique. Au-delà de cet aspect, je dirais, très matériel ou concret, le fait d'avoir aussi les cliniciens dans l'équipe de recherche nous permet de les découvertes fondamentales, les remettre dans le contexte physiopathologique et souvent cet échange-là nous permet d'être beaucoup plus rapide dans la compréhension des mécanismes fondamentaux et dans la possibilité de faire une application clinique. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous parlez de rapidité et d'échange. Ça, c'est deux mots très importants autour, bien sûr, de ce centre de recherche et de l'université universitaire, l'Institut universitaire du cancer de Toulouse. Échange et rapidité. On a vu des images tout à l'heure. Concrètement, au quotidien, ça se passe comment? Je ne veux pas tout savoir, mais pas loin. Vous reportez toutes les semaines, tous les jours. C'est quelque chose. C'est au quotidien que vous travaillez ensemble. J'imagine que vous n'avez pas que ça, évidemment, comme maladie à traiter et à rechercher, mais comment ça se passe concrètement? Oui, nous, notre équipe de recherche travaille exclusivement sur cette pathologie parce que c'est un bon modèle de cancer agressif, résistant à des thérapies. Et c'est vrai qu'on échange au moins par email, voire par téléphone fréquemment. Dès qu'il y a un échantillon de patients que l'on peut utiliser en recherche, on passe au service. On parle aussi des caractéristiques cliniques, biologiques et de ce qu'on nous trouve aussi du côté recherche. Et alors justement, si on va un petit peu plus loin dans la recherche, sans faire de mauvais jeu de mots, qu'avez-vous pu démontrer aujourd'hui? Alors moi, je voulais parler d'un exemple qui me semble assez intéressant parce qu'on est d'abord parti de la clinique. On a montré dans une étude rétrospective toulousaine qu'un médicament qui n'est pas de l'innovation, c'est un vieux médicament mais innovant dans sa façon de l'utiliser, qui est la cortisone, pouvait être intéressant et améliorer la survie de certains patients porteurs de leucémie aiguë myéloïde qui au diagnostic ont beaucoup de globules blancs. Donc partant de là, on a pu nous aussi corréler une efficacité de ce traitement chez certains sous-types de patients. Et donc là, Jean-Emmanuel, dans son équipe, a pu, chez les mêmes patients, mais à l'état de cellules, regarder pourquoi cette cortisone était efficace chez nos patients, et donc a pu mener des travaux là-dessus, qui va peut-être vouloir nous détailler. Oui. En fait, quand Christian, qui est le chef de service, donc Christian Réchat, qui est le chef de service en hémato à l'IUCT, nous a parlé d'une observation qu'il avait faite sur ce médicament. On est allé regarder, nous, dans la résistance, et on a vu en effet qu'il y avait un phénotype inflammatoire. Et du coup, on lui a proposé de tester ce médicament pour le modéliser dans la souris. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a été en mesure de reconstituer un petit peu les observations et donc de mieux caractériser le mécanisme d'action de cette thérapie. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, donc c'est là qu'il y a un peu un effet ping-pong entre ce qu'on observe en clinique, ce qu'on peut appliquer ensuite en recherche fondamentale et ce que la recherche fondamentale nous retourne, c'est que on s'est rendu compte que cette dexaméthasone pouvait être intéressante chez des patients qui étaient résistants. Cette réponse à la dexaméthasone pouvait être, donc à la cortisone, pouvait être plus importante chez des patients qui étaient résistants à des drogues qu'on utilise beaucoup comme l'aracitine, d'où l'idée chez nous d'utiliser ce médicament chez des patients réfractaires ou en rechute, donc qui ont déjà reçu le médicament, en se disant qu'ils avaient plus de chances d'être sensibles et que ça pourrait aussi avoir un impact chez des patients donc avec un pronostic mauvais. Donc sur la base de travaux dont Jean-Emmanuel a parlé juste à l'instant, on a créé un protocole pour utiliser ce médicament dans une indication différente de celle initiale en fait.
Tout à fait. Alors, on vient de parler justement de vous venez de nous démontrer effectivement ce que vous avez pu trouver, chercher, trouver une partie et mettre en pratique effectivement. Quel bénéfice pour le patient? Alors, concrètement, là, depuis une petite dizaine d'années, on a fait quand même 7 brevets associés à ces découvertes. Et on espère en licencier plusieurs et le transférer en clinique. Candide que je suis, licencié, c'est-à-dire? Licencié, c'est-à-dire vendre ce brevet, qui est un brevet académique. Créer une licence. Voilà, et le vendre à un industriel pour le disséminer auprès du patient. Donc, on espère qu'il va y avoir des essais cliniques sur ces cibles que l'on a brevetées dans les prochaines années. Donc, ça veut dire de l'innovation, de nouvelles approches thérapeutiques. En particulier, tout à l'heure, Gilles vous parlait de thérapie adaptative, et c'est exactement le concept que l'on est en train d'évaluer dans nos modèles de souris compagnons et que l'on espère développer auprès du patient. Associé à ça aussi, on a développé et on est en train de proposer plusieurs essais cliniques de validation de biomarqueurs de cette adaptation métabolique pour suivre cette adaptation et proposer aux patients des thérapies ciblées avec plusieurs types de cocktails thérapeutiques. Suzanne... Ça, c'est plutôt du moyen terme. Moyen terme, et on va parler d'essais cliniques, pourquoi pas après. Suzanne Tavissian, justement, bénéfice pour le patient, ça pour le coup, c'est votre quotidien, hein, le contact avec le patient aussi. Oui, c'est sûr que ces dernières années, il y a quand même beaucoup de nouveaux médicaments qui ont émergé en hématologie, plus efficaces que ce qu'on avait avant, surtout pour des patients plus fragiles, plus âgés. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir suivre ces patients. Certains, malheureusement, vont quand même échapper à ces thérapeutiques, de comprendre pourquoi ils échappent et quels vont être les circuits que l'on va trouver pour contourner cet échappatoire à ces thérapeutiques. Ça, c'est une piste de recherche qu'on a avec Jean-Emmanuel, parce qu'il y a une réactivité très forte au sein de l'équipe de recherche, c'est-à-dire que les nouveaux médicaments, il va tout de suite pouvoir avoir des échantillons de patients qui ont été traités par ces médicaments-là, qui ont malheureusement peut-être chuté, et on va comprendre pourquoi. Et ça peut arriver des fois qu'ils nous disent ce patient-là, j'ai ces cellules dans une souris, je pense qu'il serait plutôt sensible à ce type de médicaments. Donc ça pourrait être, si chaque patient a sa petite souris témoin. Ce que disait Gilles Favre, je fais une parenthèse, hein, si j'ai bien tout compris, ce que disait Gilles Favre tout à l'heure en parlant de médecine personnalisée quelque part, hein, c'est très personnalisé quelque part. Oui, bon, on n'est pas encore tout à fait là, mais c'est pour voir dans le futur. Il y a déjà des médecines personnalisées dans le sens où toutes les leucémies ne sont pas identiques. Bien sûr. Donc il y a déjà des choses qui sont de fait ciblées, mais peut-être qu'on pourra aller plus loin dans le ciblage des patients en comprenant mieux pourquoi tel ou tel patient résiste à telle ou telle thérapeutique. Très bien. Dernier point que je voulais aborder absolument avec vous. Alors là, vous avez compris, hein, nous survolons bien évidemment cette maladie. En tout cas, merci d'avoir été le plus pédagogue possible. Dernier point très important, et je sais que François Maléric viendra tout à l'heure nous en reparler, c'est la Fondation Toulouse Cancer Santé, l'importance des financements et des dons. Alors, directement concerné. Oui, on est directement concerné, et j'ai été même directement concerné. J'allais vous le faire dire. Parce que je suis rentré des États-Unis avec ma famille, certes. Je suis rentré pour développer ce projet à Toulouse, et c'est la Fondation qui a financé les premières années de ce projet, y compris aussi mon salaire au début. Puis après, ça a été pris en relais par la région et l'INSERM. Donc la Fondation est clé dans l'amorçage de nouveaux projets qui sont risqués au départ. Maintenant, on a vu que ça pouvait donner un certain nombre de belles publications et de brevets, et que ça pouvait durer. Et on a eu depuis 2 autres financements sur des aspects un peu innovants de ce qu'on avait identifié. Donc la Fondation, les donateurs sont essentiels pour la recherche, et en particulier la recherche en cancérologie, qui demande un coût faramineux au quotidien. L'équipe de recherche en fonctionnement, par exemple, si on peut parler d'argent cash, bien sûr. L'autoriser. Mais complètement. Bon, c'est 300 000 €
annuelle de fonctionnement, sans parler d'analyse plus spécifique ou de salaire. Voilà, donc ces 300 000 euros, il faut bien les trouver, et les donateurs représentent une énorme partie, puisque l'État nous donne une dotation récurrente, mais qui représente que 10% de cette somme demandée annuellement. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci à vous. Nous avons survolé, je me répète, mais c'était très intéressant effectivement de mettre un coup de projecteur sur cette maladie déjà, leucémie aiguë myéloïde, avec vous, Suzanne Tavissian. Merci beaucoup de votre présence ici même et d'être venu. Merci Jean-Emmanuel Sarry. Merci beaucoup. Et on va continuer cette émission, on va conclure cette émission avec nos 3 premiers invités, bien évidemment, Jean-Pierre Delors, Gilles Favre et François Malric. À tout de suite. Retour avec mes 3 premiers invités, Gilles Favre, Jean-Pierre Delors et François Malric, pour clôturer cette première émission qui, à mon humble avis, ne sera pas la seule, puisqu'il est question bien évidemment de faire des épisodes. C'était l'épisode 1, où on va dire l'émission pilote, et je suis pratiquement convaincu que nous nous retrouverons régulièrement pour parler justement de soins, mais aussi de recherche. Je n'en dis pas plus. Justement, parlons d'avenir, Gilles Favre, et parlons de cette année 2021 qui démarre. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter? Et surtout, j'ai cru comprendre qu'il y avait un anniversaire en cours. Tout à fait. La création du CRCT, c'était en 2011, donc on va fêter nos 10 ans cette année. On va le fêter en septembre, les 23 et 24 septembre. Et ce sera l'occasion non seulement de mettre en valeur tous les travaux qu'on a réalisés depuis 10 ans, mais aussi de s'ouvrir vers le grand public, puisque nous ferons certainement des journées portes ouvertes. Nous ferons aussi des conférences grand public pour rapprocher beaucoup plus de chercheurs de la ville. Le lieu s'y prête complètement. Exactement. Voilà. Donc je crois que vraiment on a à cœur de montrer ce qu'on a fait, ce qu'on sait faire, et on fera ça donc à cause de nos 10 ans. Parfait, ça c'était un beau projet pour l'année 2021. Jean-Pierre Delors, même question, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour cette année 2021 ? Écoutez, mes souhaits vont vraiment être des souhaits de circonstance. Je voudrais vraiment que cette année, le virus du Covid s'en aille et qu'on puisse à nouveau s'occuper normalement de nos patients. Merci beaucoup en tout cas de votre présence, Jean-Pierre Delors. Je suis persuadé que nous aurons l'occasion une nouvelle fois de débattre et de parler de tous vos travaux. Et bien évidemment, alors je sais ce que l'on peut souhaiter à François Malric. Effectivement, de l'argent avant tout pour les chercheurs, pour la Fondation Toulouse Cancer Santé, François. Oui, tout à fait. Vous avez eu un échantillonnage de toutes les qualités de ce centre, des performances des chercheurs, des performances des cliniciens. Et cela n'est possible que si on a les moyens de les aider. Et donc, nous comptons tous sur vous et tous les donateurs. Donc, nous avons des parrains qui nous aident. Nous avons des donateurs depuis le départ, puisqu'il y a eu d'abord les 5 fondateurs de la fondation, qui étaient quand même, pour les rappeler, Total, qui a été taxé de 10 millions d'euros au départ, donc qui a été le grand fondateur, le grand mécène de cette fondation. Il y a eu Pierre Fabre, GSK, Amgen, a mis en chacun 500 000 euros, plus donc une participation de l'État au travers de l'ANR. Mais nous avons aussi, et d'ailleurs vous pouvez les suivre sur cette diapositive, un certain nombre d'entreprises qui nous soutiennent en permanence et qui sont réellement derrière nous. Et ensuite, il y a aussi, et ça je ne l'ai pas cité tout à l'heure en parlant du concert, mais il y a les clubs Rotary de Toulouse qui nous ont organisé 3 concerts les uns après les autres et qui nous ont, ces concerts nous ramenant chaque fois à peu près 100 000 euros, ce qui est loin d'être négligeable. Et puis il y a vous tous qui êtes là, qui nous aidez. Et je dois dire que sur 2020, qui a été une année difficile, le grand public nous a aidés, a été plus généreux que l'année dernière. Donc de ce côté-là, c'est extrêmement positif. Ça veut dire qu'on est maintenant connu par la communauté Midi-Pyrénées essentiellement, mais ailleurs. Nous avons des donateurs de toute la France.
Et deuxièmement, il y a bien sûr l'autre partie, ce sont les entreprises qui en principe c'était 50-50%. Et bien sûr, malheureusement cette année, la part entreprise en 2020 a été plus faible. J'espère qu'en 2021, j'arriverai à les convaincre de nous aider. Et sachant qu'aussi que les entreprises viennent grâce à l'événementiel. Et j'ose espérer, comme vient de le dire Jean-Pierre, que nous pourrons organiser des événements au bénéfice de la Fondation. Vous prêchez un convaincu, François Malric. On a vu une slide tout à l'heure pour faire les dons. Si on peut juste la remettre très rapidement sur le site, bien sûr, de la Fondation toulousecancer.fr, mais aussi avec l'IUCT Oncopole, don.iuct-oncopole.fr. N'hésitez surtout pas. Aidons tous ensemble les chercheurs par l'intermédiaire de l'arbre des donateurs, hein, très intéressant, puisqu'on peut, je me répète, mais c'est important, choisir effectivement le chercheur selon les spécificités de ses recherches. Et puis, on a vu une slide tout à l'heure aussi avec les fameux parrains que l'on salue au passage, le dynamisme de Michel Saran pour le côté gastronomie, le dynamisme des 4 Trees qui ont rejoint la fondation, Nina et Johan, que je salue au passage aussi pour le côté et l'aspect culturel. Très compliqué aussi la culture en ce moment, vous en parliez tout à l'heure. Et puis l'aspect sportif aussi qui est très important avec le Stade Toulousain, c'est pas Gilles Favre qui va me dire le contraire, et l'apport et le talent de Maxime Médard. Messieurs, vous allez partir en entraînement tous les trois avec le Stade Toulousain autour de la Fondation Toulouse Cancer. Merci beaucoup. C'est parti. Merci Gilles Favre, merci François Malric. Merci à tous. Merci à Jean-Pierre Delors. J'ai pris beaucoup de plaisir à animer cette première émission. Ce n'est pas la dernière, ça je peux vous le dire. Un grand merci aux équipes de Thomas Fantini, la Pergola, avec cet endroit magique, le studio Pergo by ABAC. ABAC pour le côté audiovisuel. Merci aux équipes d'ABAC, audiovisuel bien sûr. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt.